Salut Daniel, c'est Michel Lagondange. Alors aujourd'hui, tu vois, j'ai entendu le début de la voix de l'actrice, la voix superbe d'ailleurs, l'actrice Sylvie, je crois, qui a commencé par trou du cul, j'ai compris tout de suite. Je me suis dit, ah, ça m'a déliré sec. Ah, mais en plus ça a déliré, mais c'était vachement intéressant. Le monsieur qui était intervenu était formidable, ça a été formidable. Voilà, je suis très content, ça m'a mis de super bonne humeur. Et puis ça change un peu des messages, les gens sont, ouais, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux faire, hein. Ben là on est reparti pour un bon moment de bonne humeur, je suis sûr que ça fera comme le jardin parfumé, tout le repassera une autre fois, j'espère, que je puisse enregistrer, et puis ben, bon courage à tous, et tout va s'arranger, et il faut s'accrocher. Allez, je vous envoie tous, ciao. Daniel, avec ton émission d'hier sur cette jolie partie de notre anatomie, tous mes clients sont repartis. Venant acheter des fleurs pour leurs chéris ou leurs amis, leurs oreilles non averties ont été quelque peu ébahies. Tant pis pour la recette du jeudi, moi en tout cas, j'ai bien ri. Bonne catholique pratiquante, je me suis délecté avec votre histoire de cul et je n'en avais pas plein le cul de vous écouter. Cela a pu durer des heures, il y avait des embouteillages et des manifestations, je m'en foutais. J'ai eu un plaisir fou à vous écouter, à vous entendre, du bonheur à écouter l'accompagnement musical et la réalisation. Bravo, je n'ai plus envie, c'est bosser avec vous. Ciao et merci pour cette heure de bonheur. Ciao. Daniel, suite à ton émission sur notre postérieur, nos jolies fesses, je voudrais te signaler, si tu n'es pas au courant, et à tous les auditeurs, que dans le Larousse 2004, on ne trouve pas le mot enculé. J'aimerais bien que les responsables s'en expliquent. Je t'embrasse, à bientôt. Alors je suis très contente en fait d'avoir écouté l'émission de Daniel Mermet aujourd'hui parce que c'est une première pour moi et c'est un sacré baptême, un putain de baptême avec toutes ces histoires de fesses. J'en ai appris plus que ce que je savais et c'était un réel plaisir d'entendre cette émission, toutes ces dissertations, toute cette historique, toutes ces références littéraires et musicales alors que j'aurais jamais eu l'occasion d'écouter autrement. Et je trouve que c'est une super émission. J'ai d'autant plus été interpellée aussi par les messages en début d'émission et je trouve le format génial, je trouve que c'est super moderne et il y a une sacrée liberté d'expression sur cette antenne, ça fait vraiment plaisir et voilà, je vous remercie pour cet agréable moment que j'ai passé et je pense que c'est un rendez-vous dorénavant que je vais pas manquer. Alors je suis assez âgée, j'ai 33 ans, mais bon voilà, il est jamais trop tard pour découvrir des bons trucs sur les ondes, donc merci et puis continuez bien. Salut. Isabelle de Nantes. Alors Daniel, tes fesses aujourd'hui, un vrai régal. Je pense que tu n'es jamais aussi bon que quand tu ne fais pas de politique. Quoique je me demande quand même si les fesses de Tarek Ramadan. Allez, continue, à bientôt, au revoir. Oui, bonjour, je suis François Leclerc, paysan à Vaour. J'ai écouté en fin d'après-midi l'émission sur les fesses, hein, elle m'a beaucoup plu. Et c'est juste pour vous signaler un petit livre pour les enfants, c'est Livre de fesses. Les textes sont de Stéphane de la Bruyère et les images, les photos de Jean-Marc Fies aux éditions Thierry Magnier. Et c'est très très agréable. Il y a des fesses de cochon, de vache, des fesses avec des pêches, des abricots, etc. Et avec des petits textes très très jolis à côté. Voilà, salut et encore merci pour cette belle émission. Bonjour, en ces temps d'angoisse totale, une émission comme celle d'hier nous fait beaucoup de bien. J'espère simplement que cette fois-ci le sélectionneur du répondeur va nous éviter les litanies habituelles de tous les pisse-froids qui semblent avoir oublié que si leur papa n'était pas monté sur leur maman, eh bien, il ne serait pas là aujourd'hui pour nous faire chier. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt. C'est raté, il n'y a pas eu de pisse-froid. Non, tout le monde était content de l'émission d'hier en compagnie de Jean-Luc Hénique. Je rappelle le titre de son bouquin qui s'appelle Brève histoire de fesses et qui est réédité aux éditions Zulma. Il faut pas croire que ça va durer, vous dites, oh ça y est, c'est formidable, là-bas si j'y suis, on va se marrer, il va y avoir du cul tous les jours. Pas question. Aujourd'hui c'est vachement sérieux. Aujourd'hui on repart en lutte. Vous savez à quoi sert la base si j'y suis? À rééduquer les Français, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de l'accord général sur le commerce des services AGCS. Ah, mais on vous l'a déjà fait au mois de mai ou juin. C'est vrai, eh bien, on récidive. On en passe une deuxième couche suite au
Forum social européen, parce que durant ce Forum social européen, Guy Vanctil a rencontré des tas d'Européens qui sont préoccupés par cette AGCS. Eh oui, on ne peut pas être rigolo tous les jours, on peut être sérieux de temps en temps, et il se pourrait bien qu'on n'ait pas entièrement tort de s'occuper de la GCS qui s'apprête à nous prendre par derrière. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la basse, j'y suis, au 01 56 40 37 37, évidemment des références à la fameuse soirée d'hier soir. Salut Daniel, je suis une inconditionnelle de ton émission. Elle me fait respirer. Merci de parler de Nadia Nasraoui et de rappeler son combat pour la libération des prisonniers politiques tunisiens que nous soutenons avec le collectif Tunisie à Marseille. Aujourd'hui, je peux te dire que des familles kurdes sont à leur 24e jour de grève de la faim dans la chapelle de la Mède. Ils demandent de vivre normalement, de vivre dignement. Vont-ils mourir en France? Si ils retournent en Turquie, les femmes seront violées, emprisonnées, les hommes disparaîtront, morts, exécutés bien sûr. J'appelle tous mes compatriotes à se réveiller. J'appelle les Français à ne pas accepter que la France ne soit plus une terre d'asile, le pays des droits de l'homme. J'appelle M. Sarkozy à revoir ses lois. N'est-il pas lui aussi un enfant d'immigrés que la France a accueilli? Allez, continue, Daniel. D'un côté, il y a un intellectuel musulman, M. Tariq Ramadan, qui a été taxé d'antisémitisme pour avoir écrit un article dans lequel il reproche le soutien inconditionnel à Israël à un certain nombre d'intellectuels français de confession juive ou autre, dont messieurs Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Pierre-André Targuès. J'ai lu l'article qui n'a rien d'antisémite. D'un autre côté, un certain nombre d'intellectuels juifs chrétiens, messieurs Broman, messieurs Étienne Balibar, monsieur Warshawski, dénoncent, comme monsieur Ramadan, le soutien inconditionnel à Israël, dans un livre intitulé « Antisémitisme, intolérable chantage » aux éditions La Découverte. Alors pourquoi fait-on un procès d'intention à monsieur Ramadan et pas aux auteurs de ce livre? D'autre part, à une auditrice choquée de la présence de monsieur Ramadan au Forum social européen, vous avez répondu « Je ne soutiens absolument pas monsieur Ramadan ». Soutenez-vous les auteurs du livre « Antisémitisme, intolérable chantage ». Enfin, je voudrais dire que j'ai été choquée par les propos tenus par Alexandre Adler, taxant M. Broman de traître de juif. Et je n'en ai entendu parler que dans votre émission. Merci et à bientôt. Je vous appelle pour vous faire part de mon indignation relative à l'émission d'hier, et notamment à l'intervention de notre très controversé Tariq Ramadan, en qui j'ai eu cru avoir confiance lors de son intervention en FSE, et qui s'est ridiculisé de bêtises devant hier notre super ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, lorsqu'il n'a pas pris clairement position contre le port du voile dans un système laïque. Alors j'espère qu'on va être nombreux à écrire, à téléphoner, à écrire à Daniel pour faire part de notre indignation, parce qu'un soi-disant gaucho islamologue qui vient au FSE, qui condamne la politique de Sharon, et qui d'un autre côté milite pour la même connerie, à savoir l'obstination et l'enfermement, la régression d'une civilisation entière, préfacer des bouquins très controversés aussi, préfacer des bouquins qui justifient, soi-disant à travers le Coran, de tarter les gonzesses, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Allez, salut Daniel. Je voulais simplement vous dire ma consternation quand j'ai entendu Sarkozy et les commentaires qui ont été faits par France Inter, d'ailleurs. Je veux dire, ce que j'ai entendu hier, c'était le degré zéro de la politique. Monsieur Sarkozy était dans l'invective. Je l'ai trouvé parfaitement raciste, je suis désolée de le dire. Et je ne trouve pas qu'avoir 20 000 personnes en plus emprisonnées depuis un an, ce soit absolument positif. Comme disait Victor Hugo, je crois que c'était à ça près, enfin, je ne sais pas si je le cite correctement, mais enfin, quand on ouvrait les écoles, on fermait les prisons. Ben, je crois que de toute façon, je suis absolument consternée. Il a été complètement odieux vis-à-vis de Tariq Ramadan, pour qui j'ai ni antipathie ni sympathie, mais que j'écoute avec intérêt. Et en tout cas, son niveau de discours me laisse complètement pantoise. C'est vrai que le pendant de Schwarzenegger, je crois que c'est Sarkozy. Alors si on en est là, je suis complètement, je suis encore, je le dis une fois, complètement consternée. Et en plus, Sarkozy, par rapport à Tariq Ramadan, il y a une chose qu'il n'a pas,
c'est que Tariq Ramadan, bon sens qu'il est beau. Voilà, c'est tout. Au revoir. Bonsoir, il est 23h et je viens d'écouter Jean-Marie Le Pen à la télé et je suis hallucinée que ce type passe encore à la télévision, quoi. À quoi ça sert? Il nous sort des propos complètement dégueulasses, complètement xénophobes, il vomit sur les gens en face de qui il parle. C'est absolument dégueulasse, quoi. Je trouve pas d'autres mots. Donc j'ai regardé ce débat, je me suis cramponnée pendant 2 heures, ça n'a servi à rien. J'aurais mieux fait de prendre un bon bouquin, de me mettre dans mon lit avec un thé et de bouquiner. Ça aurait eu exactement le même effet. Et au moins, je ne me serais pas couchée politiquement dépressive comme tous les soirs. Merci, au revoir. Vendredi 21 novembre, J-40 avant l'application des accords destructeurs modifiant le régime d'assurance chômage des professionnels du spectacle, contre la brutalité de ce gouvernement, du MEDEF et de la CFDT, qui ont décidé de se débarrasser de centaines de milliers d'entre nous, chômeurs précaires, intermittents. Nous sommes de plus en plus nombreux à résister. C'est maintenant qu'on doit les faire reculer. Merci. Merci Daniel. Au revoir. Bonjour, je suis Jacques de Vendée. Je fais partie des travailleurs Kleenex, ceux que l'on jette quand on n'a plus besoin, intermittents de l'industrie en quelque sorte. Je voudrais réagir à ce sondage pour qui plus de 60% des Français et les chômeurs sont trop indemnisés. Ça se voit bien qu'ils n'ont jamais eu de problème dans la vie, ceux-là. On se plaint de postes de gens non qualifiés, alors qu'avec 30 ans d'expérience et des diplômes, on n'embauche plus. Et tout ça parce que j'ai plus de 50 ans. Je veux nous imaginer ce que cette nouvelle réforme de la NPE qui mijote va nous donner comme précarisation supplémentaire, alors que l'État continue de gaspiller et de baisser nos impôts des riches. Comment va-t-on faire pour aller jusqu'à 60 ans? Longue vie à votre émission, un lieu où on peut encore s'exprimer. Merci, au revoir. Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Ventil, là-bas si j'y suis, AGCS, Alerte Générale, Casse Sociale. Flight number 2, arriving from... Je vais passer la parole à la première ou première inscrite, Pat Aradi de Hongrie. Olyan országból jöttem, amelyben a globalizáció az embereket megoszta. Je viens de Hongrie où la globalisation divise la population. Vagy azért vagyok cigány, hogy ne legyen szolidaritás a társadalomban, amely ki van rekesztve, amely az egész társadalom alját jelenti. Je suis venu ici en tant que tzigane pour éviter que les tziganes ne soient exclus de la société, parce qu'en définitive, ça concerne la totalité de la population. A kapitalista disznófejű nagyurak alma képébe hozzák a demokráciát, és mint a boszorkány mutatkoznak aranyosnak. Les capitalistes se présentent comme des gens qui veulent faire le bien partout, mais en réalité, ils trompent leur monde. És azzal zárnám, hogyha ezt az almát megeszem, engeditek megenni, akkor meghalunk egyenként. Együtt remény van arra, hogy felismerjük, hogy hamis az alma. Adója a boszorkány és hamis az alma. Köszönöm. Ils nous donnent des pommes à croquer, en espérant que nous allons croquer ces pommes de la libéralisation, et telles les pommes des sorcières qui empoisonnent les gens, tout le monde va en crever. Nous espérons que nous saurons tous résister. Et l'article 29 de la GCS dit que l'annexe va au traité. Et il y a un point 6 à ça. There is a point 6 to the annex. En principio, las exenciones no tienen que prolongarse más allá de 10 años. Para nosotros, europeos, en lo tocante... Und Kulturplan, das ist dann ja praktisch schon nächstes Jahr. Und das wird uns nicht gesagt. Couillon, piège à gogo, tandis que Monsieur Sarkozy amuse le tapis avec les autres catcheurs de foire, ses amis, Le Président et Ramapen. Eh bien, pendant que nous sommes tous collés sur l'écran, par derrière, dans la maison assombrie, une bande de
malins nous piquent nos bijoux de famille, notre patrimoine social, élaboré depuis 150 ans par nos pères et nos mères. Et quand, par hasard, ils font trop de bruit par les maisons, s'ils nous réveillent un instant, eh bien, ils nous sourient, ils sont très gentils, ils nous tendent cette pomme tentante que vient de décrire cet intervenant au Forum social européen. Ce Hongrois, Zigan, ils s'y mettent aussi, les fameux Zigan, et ils nous disent faites-nous confiance, ça vous dit quelque chose. Nous revoilà face à l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services, c'est vrai, on en a déjà parlé au mois de mai, mais nous y revoilà. Guy Vantil a promené son micro au cours du Forum social européen pour voir ce que ça fait à nos voisins européens, cette AGCS. Qu'y a-t-il en France de commun entre Bègle, Saint-Plantaire, Brou-en-Chantereine, Paris, Villejuif, Roussillon-Conflans, Ponto-Combeau, Achères, Tomblaine, Loubresac, Gaillac, Cherbourg-Octeville, Poitiers, Châtellerault, Ventabren, Aix-en-Provence ou Belfort, ou bien même Saint-Pau, Saint-André ou Saint-Louis de la Réunion, eh bien, une même aversion contre la GCS, Accord général sur le commerce des services. Il y a 100 collectivités locales qui se sont en France mobilisées contre cette AGCS. Qu'est-ce que la GCS? Quel est le lien entre la GCS et l'OMC? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer à nouveau aujourd'hui d'éclairer avec le Raoul Marc Génard de Oxfam et d'autres intervenants présents à ce forum social européen. C'est jusqu'à 18h, c'est dans la base ville ici et c'est sur France Inter. Bon, alors vous me direz que je suis une idéaliste, mais c'est ça le miracle du commerce. Tout le monde peut en bénéficier, alors peut-être certains plus que d'autres, mais le but c'est que personne ne perde. Peut-être certains plus que d'autres. Ah, si j'étais riche, oh, si j'étais riche, moi. Adieu la charrette, chaque jour je dis riche, moi. Mais AGCS, ça veut d'abord dire Accord général sur le commerce des services. C'est un des 60 accords que gère depuis 1995 l'Organisation mondiale du commerce. Ça faisait partie d'un paquet qu'on a appelé les accords de Marrakech, signés en avril 1994. C'est un de ces accords et c'est probablement l'accord le plus emblématique. Et alors l'AGCS, dans cet OMC, ça concerne les services. Alors c'est intéressant de savoir qu'est-ce que c'est les services. À l'école, on nous apprend parfois, on parle de secteur tertiaire, puisque avant il y avait le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, le secteur secondaire, l'industrie. Aujourd'hui, le secteur des services, c'est le secteur tertiaire. Et dans nos pays d'Europe, le secteur des services, ça fait plus de 60% de la population active. Ça va des banques, des assurances, à la poste, à ce que nous appelons dans un certain nombre de pays les services publics, en passant par toute une série d'activités qui sont parfois même privées, mais subventionnées par les pouvoirs publics parce qu'elles jouent un rôle d'intérêt général. Dans le domaine de la culture, dans le domaine de la santé, de l'aide aux personnes âgées, de l'aide aux handicapés, il y a une myriade d'associations, d'institutions privées qui reçoivent des subventions de la part des pouvoirs publics et qui donc jouent un rôle de service. Donc le secteur des services, c'est énorme.
Et quand on touche au service, on peut dire qu'on touche à un modèle de société. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, parce que la définition des services selon la GCS, c'est très simple, je cite, c'est tous les secteurs de tous les services. Point. La santé, la culture, les bibliothèques, les musées, l'édition, les ciné et notre corps. Si vous avez inquiétude sur les questions de la mondialisation, l'OMC est le meilleur ami de vous. Parce que sans les systèmes comme ça, vous avez le système avec les règles de la jungle. Les règles de la jungle. Voilà. Vous avez vu, OMC, ça fait comme et celui que vous venez d'entendre s'appelle Kees Rockwell. Il fait partie de la com de l'OMC. Guy l'a rencontré à Genève. Et c'est des gens tout à fait sympathiques et tout à fait rassurants. Et qui disent qu'est-ce que c'est que ces parano. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens comme celui qu'on vient d'entendre, comment s'appelle-t-il, Raoul Marc Génard de Oxfam, et qui nous affirme que la GCS menace les services publics, la GCS menace le modèle social, la GCS menace les droits démocratiques des citoyens, la GCS menace le respect des droits fondamentaux reconnus et proclamés par les Nations Unies, la GCS sera mise en œuvre à partir du 1er janvier 2005, c'est dans pas si longtemps, et insiste-t-il, aussi longtemps que la GCS n'aura pas été modifiée, personne, et c'est écrit en gros, à moins de mentir, ne peut garantir que la santé, la sécurité sociale, l'éducation et la culture ne seront pas à terme totalement privatisées, soumis aux seules règles du commerce et accessibles seulement à ceux qui en auront les moyens. Personne, le fantasme serait de croire le contraire. Évidemment que ce sympathique Kees Rockwell de la com de l'OMC sourit gentiment comme un bon papa qu'il est. Il fait son boulot, ils savent très bien que le progrès est de ce côté-là et puis que de toute façon, on n'y peut rien, on est pragmatique. There is no alternative. La GCS offre un cadre légal, un cadre juridique. Contrairement à ce que disait M. Jospin quand il affirmait que l'OMC, ça sert à réguler le commerce mondial, en fait, probablement n'a-t-il jamais lu les accords de l'OMC, parce qu'il se serait rendu compte que ça ne sert pas à réguler le commerce mondial, ça sert à déréguler les activités, et notamment les activités de service, dans chacun des États membres de l'OMC. Il faut savoir que, en fait, la GCS, c'est un accord dont l'objectif est de viser dans chacun des pays membres de l'OMC, les législations nationales, les réglementations nationales, mais également toute forme de normes, de réglementation à tous les niveaux inférieurs au niveau de l'État central, c'est-à-dire, par exemple, la région, le département ou la commune. Et l'objectif de la GCS, c'est en fait de démanteler tout ce qui, dans ces législations et dans ces réglementations à tous les niveaux, peut contrarier la concurrence commerciale dans le domaine des services. Alors, se rendant bien compte que c'est précisément dans ces réglementations et dans ces législations qu'on va trouver des dispositions qui peuvent effectivement freiner la loi absolue du marché, par exemple des normes d'aménagement du territoire qui disent que dans telle zone, eh bien, on protège le paysage, dans telle autre zone, on favorise la construction de logements. Donc, c'est une politique de gestion du territoire peut être considérée comme une entrave à l'investissement dans le domaine des services. Par exemple, parce que là, nous avons une foule d'exemples, il y a des propositions qui sont sur la table, par exemple, des normes de sécurité sur les lieux de travail. L'idée fondamentale, c'est que l'acteur privé est mieux placé que l'acteur public pour savoir comment la société doit être organisée. Et donc, c'est l'entrepreneur qui sait comment il doit protéger le personnel qu'il emploie. Autre proposition, c'est un peu, si on veut, la cerise sur le gâteau, eh bien, ça, c'est une proposition qui vient des États-Unis, c'est considérer que le salaire minimum garanti serait un obstacle à la concurrence commerciale. Le SMIC, pour ce qui est nous les Français, est un problème pour pouvoir créer de la richesse. Tout à fait. Il est considéré comme un obstacle. Si vous avez inquiétude sur les questions de la mondialisation, l'OMC est le meilleur ami de vous. Que je dise blanc, que je dise noir.
Alors que faut-il croire? Eh bien, c'est bien difficile. À la fois, c'est très difficile et c'est très simple. Très difficile parce qu'évidemment, cette énorme révolution conservatrice, néolibérale, est planifiée. On nous parle de pragmatisme, on nous parle de au jour le jour, comme ça vient, comme les choses ont l'air de venir, un peu comme une succession d'intempéries et de fatalités sur laquelle nous n'avons aucune prise. Pas du tout, pas du tout. Il s'agit d'une planification. Et oui, les plans quinquennaux et toutes ces choses de jadis, eh bien, elles sont tout à fait à l'œuvre dans l'application et dans la mise en œuvre de cet accord général sur le commerce des services, qui est l'instrument juridique international par lequel, au sein de l'OMC, les pays industrialisés entendent appliquer radicalement la doctrine du libre-échange à cet ensemble de la vie économique et sociale qui regroupe les services. Les services, eh bien, c'est par exemple les activités financières, assurances, banque, distribution, petit commerce ou grande surface, les activités de conseil ou d'assistance, par exemple services comptables, juridiques, fiduciaires, et toutes les activités d'intérêt général, social, culturel, d'éducation permanente, la santé, l'éducation, la protection de l'environnement, les transports, les télécommunications, les administrations, les loisirs, et puis peut-être un petit jour, un petit matin, après un grand soir, la radio, et votre radio nationale, ça fait partie de ça. Les services occupent aujourd'hui, dans les pays industrialisés, plus de 60% de la population active. Voilà ce que vise cet accord général du commerce et des services. Alors ça nous vise, nous, dans notre petit hexagone, mais ça vise aussi, eh bien, toute la planète, à commencer par nos amis européens. On revient de Strasbourg, on a vu des Européens. Et puis, il y a quelques jours, on était au Forum social européen et on a rencontré des Européens. Les gars, c'est peut-être l'aspect de notre travail qui est le plus mal interprété, le GATS non interfere. On n'impose rien, aucune discipline. On impose aucune discipline. La GCS ne sera pas au-dessus des gouvernements. Si quelque chose est décidé, ce sera par consensus entre tous les pays membres. On n'impose rien ici. Par exemple, pour tous les services publics, pour l'éducation, la santé, c'est une blague. La désinformation et le manque d'information, les gens ne se renseignent pas. Non, c'est absolument incroyable. Le mot privatisation n'existe pas dans les textes. C'est libéralisation, on dit. Oui, libéralisation. Pas privatisation, la libéralisation. Oui, libéralisation. There's no need for them to do this if they don't want. Ils ne sont pas obligés de le faire s'ils n'ont pas à le faire. Mais peut-être il y a quelques pays qui croient que l'investissement pour le secteur privé dans ces secteurs publics, c'est une bonne idée. Raoul Margenard, quand il dit « les personnes n'est obligé de s'engager dans ce processus », là, il dit la vérité. C'est dans le texte. Ce qu'il ne dit pas, et qui contredit son propos, c'est que, à la demande de l'Europe, on a mis en place un mécanisme très compliqué qu'on appelle de demande et d'offre, c'est-à-dire que chaque pays est sollicité pour demander à tous les autres la liste des services qu'il veut voir privatisés chez eux. Par exemple, mais l'Union européenne, le 30 juin 2002, a demandé, tenez-vous bien, à 109 pays de libéraliser des séries complètes de services. Ça fait chaque fois à peu près par pays un document de 35 pages. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Par exemple, c'est d'interdire au Brésil une loi qui fait obligation aux investisseurs dans le domaine des services, chaque fois qu'ils investissent autant de milliers de dollars, d'engager un Brésilien. Voilà, de favoriser l'emploi local. Ou bien des législations qui disent qu'un investisseur doit garder le montant investi au moins 3 ans dans le pays où il investit, pour éviter aussi des investissements qui soient purement spéculatifs et qui ne soient pas créateurs d'emplois et créateurs de valeur ajoutée. Et donc de partage de richesses produites. Oui. Ou bien l'Union européenne a demandé de supprimer des législations qui sont des législations protectrices de l'environnement.
l'Union européenne a systématiquement demandé à environ 70 pays de libéraliser leur secteur de l'eau. Chaque fois qu'il est public, il y a une demande de libéralisation, si ce n'est pas ça, toucher aux services publics. Et donc, pour revenir au raisonnement, on a d'une part toutes ces demandes qui sont adressées par tous les pays à tous les autres, et pour compléter l'exercice, chacun a été obligé, le 31 mars de cette année, d'annoncer ce qu'il était prêt à libéraliser chez lui. Et ainsi, au nom des 15 États membres, l'Union européenne a déposé une liste de services qu'elle propose de libéraliser en Europe. Donc, à partir du moment où on a ce mécanisme de demande et d'offre, et même les pays qui ne veulent pas négocier sont entraînés dans une négociation, et donc sont entraînés dans l'application de la GCS. Parce qu'il faut savoir que la GCS, c'est un accord qui est très particulier dans la mesure où, si j'ose dire, il n'a pas de fin. La GCS prévoit qu'on ira, je cite, par des séries de négociations successives vers la libéralisation toujours plus poussée de tous les secteurs, de tous les services. Donc, on va avoir des séries de négociations, on est dans une, et puis il y en aura une autre, et ainsi, c'est ainsi que moi je peux dire que M. Pascal Lamy trompe le public lorsqu'il dit qu'on ne touchera jamais à tel ou tel secteur, qu'on ne touchera jamais aux services publics. Tout est possible dans la GCS, et ce qui ne se fait pas aujourd'hui se fera sans doute demain, avec ce fameux effet de cliquet qui ferait que chaque fois qu'on a franchi une étape, c'est irréversible. Mais c'est quoi donc la GCS? C'est un truc génial. C'est l'accord général sur le commerce des services qui va permettre de moderniser et de rendre plus efficaces nos services publics en les confiant aux entreprises privées. La GCS vise à réduire ou éliminer les mesures gouvernementales qui empêchent les services d'être libres. Pas facile de faire comprendre ce qu'est la GCS, mais c'est prévu. Ce montage, vous vous souvenez, du groupe Attaque de Poitiers est d'autant plus valeureux. Arriver à faire comprendre du virtuel, de l'abstrait, des mots comme ça qui n'ont pas a priori de chair, de sens, c'est pas des histoires, c'est pas des personnages, c'est pas ce à quoi les médias vous ont habitué et à quoi nous sommes habitués. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que la GCS avance et menace beaucoup plus que c'est pas seulement une affaire politique, c'est une affaire de choix, et c'est une affaire tout simplement de civilisation. Raoul Margenard, je reprends des propos tenus par Pascal Lamy, qui dit qu'en aucun cas la santé, l'enseignement, la culture ne sont menacés ni même concernés par la GCS, que ces services publics sont garantis, sont protégés. Il n'est absolument pas dans ses intentions de privatiser la santé, de privatiser la culture. Je vais être poli et je vais dire que M. Pascal Lamy dit la chose qui n'est pas. Le problème avec M. Lamy, et il n'est pas le seul, j'ai envie de dire, avec aussi tous les ministres de nos gouvernements qui le soutiennent, c'est qu'il s'appuie sur la complexité des textes et sur l'ignorance d'un grand nombre de gens, d'abord l'immense majorité des citoyens, mais aussi d'un grand nombre d'observateurs. Et M. Lamy et beaucoup de ministres surfent là-dessus. Ils se servent de l'ignorance ou de l'incompréhension que l'on a de textes extrêmement compliqués pour en donner une lecture apaisante. Et on peut dire que vraiment la tonalité du discours de la Commission européenne et des 15 gouvernements européens, c'est une tonalité, je vais même dire plus qu'apaisante, anesthésiante. Or, quand on lit les textes, on peut dire que M. Pascal Lamy ne dit pas la vérité. Parce que le dispositif qui se trouve inscrit article après article dans la GCS conduit mécaniquement, je vais dire inéluctablement, à la privatisation pour reprendre ce qui se trouve écrit dans la GCS, de tous les secteurs, de tous les services. Notre santé, notre culture, les bibliothèques, les musées, l'édition, les ciné, et notre corps. Et c'est cela qu'on veut libéraliser. Libéraliser, encore une fois, on revient à nos réflexions sémantiques. Je suis pour la liberté. Oui, mais en l'occurrence, c'est un mot plus doux, plus plaisant. Vous venez de le dire, on est tous pour la liberté, mais c'est une autre façon de parler de privatiser.
puisque le fondement de l'idéologie produite par l'OMC, c'est le libre-échange, c'est l'initiative privée, et de ce point de vue, la GCS constitue une véritable arme de guerre contre l'initiative publique, quelle que soit la forme qu'elle prenne, que ce soit une forme directe, donc gestion directe par les pouvoirs publics, ou une forme indirecte à travers des subventions. Il y a des dispositions dans la GCS qui tendent à limiter la possibilité pour les pouvoirs publics de subventionner un certain nombre d'activités. C'est un article de la GCS qui dit les États membres reconnaissent qu'un certain nombre de subventions peuvent être considérées comme des obstacles à la concurrence commerciale, et on a chargé un organe compétent de l'Organisation mondiale du commerce de définir quelles seraient ces subventions qui contrarieraient la concurrence commerciale. Nous n'en savons pas plus jusqu'à présent parce que l'exercice est en cours, et comme tout d'habitude à l'OMC, ça se passe dans l'opacité la plus totale, et comme nos gouvernements sont tous complices de ce qui se passe à l'OMC, parce que sans leur accord, l'OMC ne fonctionne pas, nous n'avons pas d'informations. Salut Daniel, c'est Michel Lagondange. Alors aujourd'hui, tu vois, j'ai entendu le début de la voix de l'actrice, la voix superbe d'ailleurs, l'actrice Sylvie, je crois, qui a commencé par trou du cul, j'ai compris tout de suite. Et je dis, ah, ça m'a déliré sec. Ah, mais en plus, ça a déliré, mais c'était vachement intéressant. Le monsieur qui était venu était formidable, ça a été formidable. Voilà, je suis très content, ça m'a mis de super bonne humeur. Et puis, ça change un peu des messages, les gens sont, ouais, c'est vrai que, qu'est-ce que tu veux faire, hein. Ben là, on est reparti pour un bon moment de bonne humeur. Je suis sûr que ça fera comme le jardin parfumé. Ça le repassera une autre fois, j'espère, que je puisse enregistrer. Et puis, ben, bon courage à tous, et tout va s'arranger, et il faut s'accrocher. Allez, je vous envoie tous, ciao. Daniel, avec ton émission d'hier sur cette jolie partie de notre anatomie, tous mes clients sont repartis. Venant acheter des fleurs pour leurs chéris ou leurs amis, leurs oreilles non averties ont été quelque peu ébahies. Tant pis pour la recette du jeudi, moi en tout cas, j'ai bien ri. Bonne catholique pratiquante, je me suis délecté avec notre histoire de cul et je n'en avais pas plein le cul de vous écouter. Cela a pu durer des heures, il y avait des embouteillages et des manifestations, je m'en foutais. J'ai eu un plaisir fou à vous écouter, à vous entendre, du bonheur à écouter l'accompagnement musical et la réalisation. Bravo, je n'ai qu'une envie, c'est bosser avec vous. Ciao et merci pour cette heure de bonheur. Ciao. Daniel, suite à ton émission sur notre postérieur, nos jolies fesses, je voudrais te signaler, si tu n'es pas au courant, et à tous les auditeurs, que dans le Larousse 2004, on ne trouve pas le mot enculé. J'aimerais bien que les responsables s'en expliquent. Je t'embrasse, à bientôt. Alors je suis très contente en fait d'avoir écouté l'émission de Daniel Mermet aujourd'hui parce que c'est une première pour moi et c'est un sacré baptême, un putain de baptême avec toutes ces histoires de fesses. J'en ai appris plus que ce que je savais et c'était un réel plaisir d'entendre cette émission, toutes ces dissertations, toute cette historique, toutes ces références littéraires et musicales alors que j'aurais jamais eu l'occasion d'écouter autrement. Et je trouve que c'est une super émission. J'ai d'autant plus été interpellée aussi par les messages en début d'émission et je trouve le format génial, je trouve que c'est super moderne et il y a une sacrée liberté d'expression sur cette antenne, ça fait vraiment plaisir et voilà, je vous remercie pour cet agréable moment que j'ai passé et je pense que c'est un rendez-vous dorénavant que je vais pas manquer. Alors je suis assez âgée, j'ai 33 ans, mais bon voilà, il est jamais trop tard pour découvrir de bons trucs sur les ondes, donc merci et puis continuez bien. Salut. Isabelle de Nantes. Alors Daniel, tes fesses aujourd'hui, un vrai régal. Je pense que tu n'es jamais aussi bon que quand tu ne fais pas de politique. Quoique je me demande quand même si les fesses de Tarek Ramadan. Allez, continue, à bientôt, au revoir. Oui, bonjour, je suis François Leclerc, paysan à Vaour. J'ai écouté en fin d'après-midi l'émission sur les fesses, elle m'a beaucoup plu. Et c'est juste pour vous signaler un petit livre pour les enfants, c'est Livre de fesses. Les textes sont de Stéphane de la Bruyère et les images, les photos de Jean-Marc Fies aux éditions Thierry Magnier. Et c'est très très agréable. Il y a des fesses de cochon, de vache, des fesses avec des pêches, des abricots, etc. Et avec des petits textes très très jolis à côté. Voilà, salut et encore merci pour cette belle émission. Bonjour, en ces temps d'angoisse totale, une émission comme celle d'hier nous fait beaucoup de bien. J'espère simplement que
Cette fois-ci, le sélectionneur du répondeur va nous éviter les litanies habituelles de tous les pisse-froids qui semblent avoir oublié que si leur papa n'était pas monté sur leur maman, eh bien, ils ne seraient pas là aujourd'hui pour nous faire chier. Voilà, je vous embrasse tous. À bientôt. C'est raté, il n'y a pas eu de pisse-froid. Non, tout le monde a été content de l'émission d'hier en compagnie de Jean-Luc et Nick. Je rappelle le titre de son bouquin qui s'appelle Brève histoire de fesses et qui est réédité aux éditions Zulma. Il faut pas croire que ça va durer ou dire « Oh, ça y est, c'est formidable, là-bas si j'y suis, on va se marrer, il va y avoir du cul tous les jours. » Pas question. Aujourd'hui, c'est vachement sérieux. Aujourd'hui, on repart en lutte. Vous savez à quoi sert la base si j'y suis? À rééduquer les Français, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, on va parler de l'accord général sur le commerce des services. AGCS. Ah, mais on vous l'a déjà fait au mois de mai ou juin. C'est vrai, eh bien, on récidive. On en passe une deuxième couche suite au Forum social européen, parce que durant ce Forum social européen, Guy Vanctil a rencontré des tas d'Européens qui sont préoccupés par cette AGCS. Eh oui, on ne peut pas être rigolo tous les jours, on peut être sérieux de temps en temps, et il se pourrait bien qu'on n'ait pas entièrement tort de s'occuper de l'AGCS qui s'apprête à nous prendre par derrière. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base si j'y suis, au 01 56 40 37 37, évidemment des références à la fameuse soirée d'hier soir. Salut Daniel, je suis une inconditionnelle de ton émission. Elle me fait respirer. Merci de parler de Nadia Nasraoui et de rappeler son combat pour la libération des prisonniers politiques tunisiens que nous soutenons avec le collectif Tunisie à Marseille. Aujourd'hui, je peux te dire que des familles kurdes sont à leur 24e jour de grève de la faim dans la chapelle de la Mède. Ils demandent de vivre normalement, de vivre dignement. Vont-ils mourir en France? Si ils retournent en Turquie, les femmes seront violées, emprisonnées, les hommes disparaîtront, morts exécutés bien sûr. J'appelle tous mes compatriotes à se réveiller. J'appelle les Français à ne pas accepter que la France ne soit plus une terre d'asile, le pays des droits de l'homme. J'appelle M. Sarkozy à revoir ses lois. N'est-il pas lui aussi un enfant d'immigrés que la France a accueilli? Allez, continue, Daniel. D'un côté, il y a un intellectuel musulman, M. Tariq Ramadan, qui a été taxé d'antisémitisme pour avoir écrit un article dans lequel il reproche le soutien inconditionnel à Israël à un certain nombre d'intellectuels français de confession juive ou autre, dont messieurs Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Pierre-André Targuès. J'ai lu l'article qui n'a rien d'antisémite. D'un autre côté, un certain nombre d'intellectuels juifs chrétiens, messieurs Broman, messieurs Étienne Balibar, monsieur Warshawski, dénoncent, comme monsieur Ramadan, le soutien inconditionnel à Israël, dans un livre intitulé « Antisémitisme, intolérable chantage » aux éditions La Découverte. Alors pourquoi fait-on un procès d'intention à monsieur Ramadan et pas aux auteurs de ces livres? D'autre part, à une auditrice choquée de la présence de monsieur Ramadan au Forum social européen, vous avez répondu « Je ne soutiens absolument pas monsieur Ramadan. Soutenez-vous les auteurs du livre « Antisémitisme, intolérable chantage ». Enfin, je voudrais dire que j'ai été choquée par les propos tenus par Alexandre Adler, taxant M. Broman de traître de juif. Et je n'en ai entendu parler que dans votre émission. Merci, à bientôt. Je vous appelle pour vous faire part de mon admiration relative à l'émission d'hier, et notamment à l'intervention de notre très controversé Tariq Ramadan, en qui j'ai eu cru avoir confiance lors de son intervention en FSE, et qui s'est ridiculisé de bêtises devant hier notre super ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, lorsqu'il n'a pas pris clairement position contre le port du voile dans un système laïque. Alors j'espère qu'on va être nombreux à écrire, à téléphoner, à écrire à Daniel pour faire part de notre indignation, parce qu'un soi-disant gaucho islamologue qui vient au FSE, qui condamne la politique de Sharon, et qui d'un autre côté milite pour la même connerie, à savoir l'obstination et l'enfermement, la régression d'une civilisation entière, préfacer des bouquins très controversés aussi, préfacer des bouquins qui justifient, soi-disant à travers le Coran, de tarter les gonzesses, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Allez, salut Daniel. Je voulais simplement
vous dire ma consternation quand j'ai entendu Sarkozy et les commentaires qui ont été faits par France Inter, d'ailleurs. Je veux dire, ce que j'ai entendu hier, c'était le degré zéro de la politique. Monsieur Sarkozy était dans l'invective. Je l'ai trouvé parfaitement raciste, je suis désolée de le dire. Et je ne trouve pas qu'avoir 20 000 personnes en plus emprisonnées depuis un an, ce soit absolument positif. Comme disait Victor Hugo, je crois que c'était à ça près, enfin, je ne sais pas si je le cite correctement, mais enfin, quand on ouvrait les écoles, on fermait les prisons. Ben, je crois que de toute façon, je suis absolument consternée. Il a été complètement odieux vis-à-vis de Tariq Ramadan, pour qui j'ai ni antipathie ni sympathie, mais que j'écoute avec intérêt. Et en tout cas, son niveau de discours me laisse complètement pantoise. C'est vrai que le pendant de Schwarzenegger, je crois que c'est Sarkozy. Alors si on en est là, je suis complètement, encore je le dis une fois, complètement consternée. Et en plus, Sarkozy par rapport à Tariq Ramadan, il y a une chose qu'il n'a pas, c'est que Tariq Ramadan, bon sens qu'il est beau. Voilà, c'est tout. Au revoir. Bonsoir, il est 23h et je viens d'écouter Jean-Marie Le Pen à la télé et je suis hallucinée que ce type passe encore à la télévision, quoi. À quoi ça sert? Il nous sort des propos complètement dégueulasses, complètement xénophobes, il vomit sur les gens en face de qui il parle. C'est absolument dégueulasse, quoi. Je trouve pas d'autres mots. Donc j'ai regardé ce débat, je me suis cramponnée pendant 2 heures, ça n'a servi à rien. J'aurais mieux fait de prendre un bon bouquin, de me mettre dans mon lit avec un thé et de bouquiner. Ça aurait eu exactement le même effet. Et au moins, je ne me serais pas couchée politiquement dépressive comme tous les soirs. Merci, au revoir. Vendredi 21 novembre, J-40 avant l'application des accords destructeurs modifiant le régime d'assurance chômage des professionnels du spectacle, contre la brutalité de ce gouvernement, du MEDEF et de la CFDT, qui ont décidé de se débarrasser de centaines de milliers d'entre nous, chômeurs précaires, intermittents. Nous sommes de plus en plus nombreux à résister. C'est maintenant qu'on doit les faire reculer. Merci. Merci Daniel. Au revoir. Bonjour, je suis Jacques de Vendée. Je fais partie des travailleurs Kleenex, ceux que l'on jette quand on n'a plus besoin, intermittents de l'industrie en quelque sorte. Je voudrais réagir à ce sondage pour qui plus de 60% des Français et les chômeurs sont trop indemnisés. Ça se voit bien qu'ils n'ont jamais eu de problème dans la vie, ceux-là. On se plaint de postes de gens non qualifiés, alors qu'avec 30 ans d'expérience et des diplômes, on n'embauche plus. Et tout ça parce que j'ai plus de 50 ans. Je vais nous imaginer ce que cette nouvelle réforme de la NPA qui mijote va nous donner comme précarisation supplémentaire, alors que l'État continue de gaspiller et de baisser nos impôts des riches. Comment va-t-on faire pour aller jusqu'à 60 ans? Longue vie à votre émission, un lieu où on peut encore s'exprimer. Merci, au revoir. Salut, c'est Daniel Mermet avec Vivantil, là-bas si j'y suis, AGCS, Alerte Générale, Casse Sociale. Flight number 2, arriving from... Je vais passer la parole à la première ou première inscrite, Pat Aradi de Hongrie. Olyan országból jöttem, amelyben a globalizáció az embereket megoszta. Je viens de Hongrie où la globalisation divise la population. Vagy azért vagyok cigány, hogy ne legyen szolidaritás a társadalomban, amely ki van rekesztve, amely az egész társadalom alját jelenti. Je suis venu ici en tant que tzigane pour éviter que les tziganes ne soient exclus de la société, parce que en définitive, ça concerne la totalité de la population. A kapitalista disznófejű nagyurak alma képébe hozzák a demokráciát, és mint a boszorkány mutatkoznak aranyosnak. Les capitalistes se présentent comme des gens qui veulent faire le bien partout, mais en réalité, ils trompent leur monde. És azzal zárnám, hogyha ezt az almát megeszem, engeditek megenni, akkor meghalunk egyenként. Együtt remény van arra, hogy felismerjük, hogy hamis az alma. Adója a boszorkány és hamis az alma. Köszönöm. Ils nous donnent des pommes à croquer
en espérant que nous allons croquer ces pommes de la libéralisation et telles les pommes des sorcières qui empoisonnent les gens, tout le monde va en crever. Nous espérons que nous saurons tous résister. Et l'article 29 de la GCS dit que l'annexe va au traité. Et il y a un point 6 à ça. There is a point 6 to the annex. En principio, las exenciones no tienen que prolongarse más allá de 10 años. Para nosotros, europeos, en lo tocante... Und Kulturpferd, das ist dann ja praktisch schon nächstes Jahr. Und das wird uns nicht gesagt. Couillon, piège à gogo, tandis que M. Sarkozy amuse le tapis avec les autres catcheurs de foire, ses amis Le Pen et Ramapen. Eh bien, pendant que nous sommes tous collés sur l'écran, par derrière, dans la maison assombrie, une bande de malins nous pique nos bijoux de famille, notre patrimoine social, élaboré depuis 150 ans, par nos pères et nos mères. Et quand, par hasard, ils font trop de bruit par les maisons, s'ils nous réveillent à un instant, eh bien, ils nous sourient, ils sont très gentils, ils nous tendent cette pomme tentante que vient de décrire cet intervenant au Forum social européen. Ce Hongrois, Zigan, ils s'y mettent aussi, les fameux Zigan, et ils nous disent: faites-nous confiance, ça vous dit quelque chose. Nous revoilà face à la GCS, l'accord général sur le commerce des services, c'est vrai, on en a déjà parlé au mois de mai, mais nous y revoilà. Guy Vanti a promené son micro au cours du Forum social européen pour voir ce que ça fait à nos voisins européens, cette AGCS. Qu'y a-t-il en France de commun entre Bègle, Saint-Plantaire, Brou en Chantereine, Paris, Villejuif, Roussillon, Conflans, Ponto, Combeau, Achères, Tomblaine, Loubresac, Gaillac, Cherbourg, Octeville, Poitiers, Châtellerault, Ventabren, Aix-en-Provence ou Belfort, ou bien même Saint-Pau, Saint-André ou Saint-Louis de la Réunion, eh bien, une même aversion contre la GCS, Accord général sur le commerce des services. Il y a 100 collectivités locales qui se sont en France mobilisées contre cette AGCS. Qu'est-ce que la GCS? Quel est le lien entre la GCS et l'OMC? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer à nouveau aujourd'hui d'éclairer avec Raoul Marc Génard de Oxfam et d'autres intervenants présents à ce forum social européen. C'est jusqu'à 18h, c'est dans la base du et c'est sur France Inter. Bon, alors vous me direz que je suis une idéaliste, mais c'est ça le miracle du commerce. Tout le monde peut en bénéficier, alors peut-être certains plus que d'autres, mais le but c'est que personne ne perde. Peut-être certains plus que d'autres. Ah, si j'étais riche, oh, si j'étais riche, moi. Adieu la charrette, chaque jour je dis riche, moi. Mais AGCS, ça veut d'abord dire Accord général sur le commerce des services. C'est un des 60 accords que gère depuis 1995 l'Organisation mondiale du commerce. Ça faisait partie d'un paquet qu'on a appelé les accords de Marrakech,
signé en avril 1994. C'est un de ces accords, et c'est probablement l'accord le plus emblématique. Alors, la GCS, dans cette OMC, ça concerne les services. Alors, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que c'est les services. À l'école, on nous apprend parfois, on parle de secteur tertiaire, puisque avant il y avait le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, le secteur secondaire, l'industrie. Aujourd'hui, le secteur des services, c'est le secteur tertiaire. Et dans nos pays d'Europe, le secteur des services, ça fait plus de 60% de la population active. Ça va des banques, des assurances, à la poste, à ce que nous appelons dans un certain nombre de pays les services publics, en passant par toute une série d'activités qui sont parfois même privées, mais subventionnées par les pouvoirs publics parce qu'elles jouent un rôle d'intérêt général. Dans le domaine de la culture, dans le domaine de la santé, de l'aide aux personnes âgées, de l'aide aux handicapés, il y a une myriade d'associations, d'institutions privées qui reçoivent des subventions de la part des pouvoirs publics et qui donc jouent un rôle de service. Donc le secteur des services, c'est énorme. Et quand on touche aux services, on peut dire qu'on touche à un modèle de société. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, parce que la définition des services selon la GCS, c'est très simple, je cite, c'est tous les secteurs de tous les services. Point. Notre santé, notre culture, les bibliothèques, les musées, l'édition, les ciné, et notre corps. Si vous avez inquiétude sur les questions de la mondialisation, l'OMC est le meilleur ami de vous. Parce que sans les systèmes comme ça, vous avez le système avec les règles de la jungle. Les règles de la jungle. Voilà. Vous avez vu, OMC, ça fait comme et celui que vous venez d'entendre s'appelle Kees Rockwell. Il fait partie de la com de l'OMC. Guy l'a rencontré à Genève. Et c'est des gens tout à fait sympathiques et tout à fait rassurants et qui disent qu'est-ce que c'est que ces parano, enfin qu'est-ce que c'est que ces gens comme celui qu'on vient d'entendre, comment s'appelle-t-il, Raoul Marc Génard de Oxfam, et qui nous affirme que la GCS menace les services publics, la GCS menace le modèle social, la GCS menace les droits démocratiques des citoyens, la GCS menace le respect des droits fondamentaux reconnus et proclamés par les Nations Unies, la GCS sera mise en œuvre à partir du 1er janvier 2005, c'est dans pas si longtemps, et insiste-t-il, aussi longtemps que la GCS n'aura pas été modifiée, personne, et c'est écrit en gros, à moins de mentir, ne peut garantir que la santé, la sécurité sociale, l'éducation et la culture ne seront pas à terme totalement privatisées, soumis aux seules règles du commerce et accessibles seulement à ceux qui en auront les moyens. Personne, le fantasme serait de croire le contraire. Évidemment que ce sympathique Kees Rockwell de la com de l'OMC sourit gentiment comme un bon papa qu'il est. Il fait son boulot, ils savent très bien que le progrès est de ce côté-là et puis que de toute façon, on n'y peut rien, on est pragmatique. There is no alternative. La GCS offre un cadre légal, un cadre juridique. Contrairement à ce que disait M. Jospin quand il affirmait que l'OMC, ça sert à réguler le commerce mondial, en fait, probablement n'a-t-il jamais lu les accords de l'OMC, parce qu'il se serait rendu compte que ça ne sert pas à réguler le commerce mondial, ça sert à déréguler les activités, et notamment les activités de service, dans chacun des États membres de l'OMC. Il faut savoir que, en fait, la GCS, c'est un accord dont l'objectif est de viser dans chacun des pays membres de l'OMC, les législations nationales, les réglementations nationales, mais également toute forme de normes, de réglementation à tous les niveaux inférieurs au niveau de l'État central, c'est-à-dire, par exemple, la région, le département ou la commune. Et l'objectif de la GCS, c'est en fait de démanteler tout ce qui, dans ces législations et dans ces réglementations à tous les niveaux, peut contrarier la concurrence commerciale dans le domaine des services. Alors, se rendant bien compte que c'est précisément dans ces réglementations et dans ces législations qu'on va trouver des dispositions qui peuvent effectivement freiner
la loi absolue du marché, par exemple des normes d'aménagement du territoire qui disent que dans telle zone, eh bien, on protège le paysage, dans telle autre zone, on favorise la construction de logements. Donc, c'est une politique de gestion du territoire peut être considérée comme une entrave à l'investissement dans le domaine des services. Par exemple, parce que là, nous avons une foule d'exemples, il y a des propositions qui sont sur la table, par exemple, des normes de sécurité sur les lieux de travail. L'idée fondamentale, c'est que l'acteur privé est mieux placé que l'acteur public pour savoir comment la société doit être organisée. Et donc, c'est l'entrepreneur qui sait comment il doit protéger le personnel qu'il emploie. Autre proposition, c'est un peu, si on veut, la cerise sur le gâteau, eh bien, ça, c'est une proposition qui vient des États-Unis, c'est considérer que le salaire minimum garanti serait un obstacle à la concurrence commerciale. Le SMIC, pour ce qui est nous les Français, est un problème pour pouvoir créer de la richesse. Tout à fait. Il est considéré comme un obstacle. Si vous avez inquiétude sur les questions de la mondialisation, l'OMC est le meilleur ami de vous. Que je dise blanc, que je dise noir, il faudra bien me croire. Quand tu es riche, tu as toujours raison. Yababa, eva, eva, yababa, eva, eva. Alors que faut-il croire? Eh bien, c'est bien difficile. À la fois, c'est très difficile et c'est très simple. Très difficile parce qu'évidemment, cette énorme révolution conservatrice, néolibérale, est planifiée. On nous parle de pragmatisme, on nous parle de au jour le jour, comme ça vient, comme les choses ont l'air de venir, un peu comme une succession d'intempéries et de fatalités sur laquelle nous n'avons aucune prise. Pas du tout, pas du tout. Il s'agit d'une planification. Et oui, les plans quinquennaux et toutes ces choses de jadis, eh bien, elles sont tout à fait à l'œuvre dans l'application et dans la mise en œuvre de cet accord général sur le commerce des services, qui est l'instrument juridique international par lequel, au sein de l'OMC, les pays industrialisés entendent appliquer radicalement la doctrine du libre-échange à cet ensemble de la vie économique et sociale qui regroupe les services. Les services, eh bien, c'est par exemple les activités financières, assurances, banque, distribution, petit commerce ou grande surface, les activités de conseil ou d'assistance, par exemple services comptables, juridiques, fiduciaires, et toutes les activités d'intérêt général, social, culturel, d'éducation permanente, la santé, l'éducation, la protection de l'environnement, les transports, les télécommunications, les administrations, les loisirs, et puis peut-être un petit jour, un petit matin, après un grand soir, la radio. Et oui, votre radio nationale, ça fait partie de ça. Les services occupent aujourd'hui, dans les pays industrialisés, plus de 60% de la population active. Voilà ce que vise cet accord général du commerce et des services. Alors ça nous vise, nous, dans notre petit hexagone, mais ça vise aussi, eh bien, toute la planète, à commencer par nos amis européens. On revient de Strasbourg, on a vu des Européens. Et puis, il y a quelques jours, on était au Forum social européen et on en a rencontré des Européens. C'est peut-être l'aspect de notre travail qui est le plus mal interprété, le GATS, non interfere. On n'impose rien, aucune discipline. On impose aucune la discipline. GCS ne sera pas au-dessus des gouvernements. Si quelque chose est décidé, ce sera par consensus entre tous les pays membres. On n'impose rien ici. Par exemple, pour tous les services publics, pour l'éducation, la santé, c'est une blague. La désinformation et le manque d'information, les gens ne se renseignent pas. Non, c'est absolument incroyable. Le mot privatisation n'existe pas dans les textes. C'est libéralisation, on dit. Oui, libéralisation. La privatisation, la libéralisation. Oui, libéralisation. There's no need for them to do this if they don't want. Ils ne sont pas obligés de le faire s'ils ne veulent pas le faire. Mais peut-être il y a quelques pays qui croient que l'investissement pour le secteur privé dans ces secteurs publics, c'est une bonne idée.
Raoul Margenard. Quand il dit « mais personne n'est obligé de s'engager dans ce processus », là, il dit la vérité. C'est dans le texte. Ce qu'il ne dit pas, et qui contredit son propos, c'est que, à la demande de l'Europe, on a mis en place un mécanisme très compliqué qu'on appelle de demande et d'offre, c'est-à-dire que chaque pays est sollicité pour demander à tous les autres la liste des services qu'il veut voir privatisés chez eux. Par exemple... Mais l'Union européenne, le 30 juin 2002, a demandé, tenez-vous bien, à 109 pays de libéraliser des séries complètes de services. Ça fait chaque fois à peu près par pays un document de 35 pages. Si vous voulez, je vous donne un exemple. Par exemple, c'est d'interdire au Brésil une loi qui fait obligation aux investisseurs dans le domaine des services, chaque fois qu'ils investissent autant de milliers de dollars, d'engager un Brésilien. Voilà, de favoriser l'emploi local. Ou bien des législations qui disent qu'un investisseur doit garder le montant investi au moins 3 ans dans le pays où il investit, pour éviter aussi des investissements qui soient purement spéculatifs et qui ne soient pas créateurs d'emplois et créateurs de valeur ajoutée. Et donc de partage de ces richesses produites. Oui. Ou bien l'Union européenne a demandé de supprimer des législations qui sont des législations protectrices de l'environnement. L'Union européenne a systématiquement demandé à environ 70 pays de libéraliser leur secteur de l'eau. Chaque fois qu'il est public, il y a une demande de libéralisation, si ce n'est pas ça touché aux services publics. Et donc, pour revenir au raisonnement, on a d'une part toutes ces demandes qui sont adressées par tous les pays à tous les autres, et pour compléter l'exercice, chacun a été obligé, le 31 mars de cette année, d'annoncer ce qu'il était prêt à libéraliser chez lui. Et ainsi, au nom des 15 États membres, l'Union européenne a déposé une liste de services qu'elle propose de libéraliser en Europe. Donc, à partir du moment où on a ce mécanisme de demande et d'offre, et même les pays qui ne veulent pas négocier sont entraînés dans une négociation, et donc sont entraînés dans l'application de la GCS. Parce qu'il faut savoir que la GCS, c'est un accord qui est très particulier dans la mesure où, si j'ose dire, il n'a pas de fin. La GCS prévoit qu'on ira, je cite, par des séries de négociations successives vers la libéralisation toujours plus poussée de tous les secteurs, de tous les services. Donc, on va avoir des séries de négociations, on est dans une, et puis il y en aura une autre, et ainsi. C'est ainsi que moi je peux dire que M. Pascal Lamy trompe le public lorsqu'il dit qu'on ne touchera jamais à tel ou tel secteur, qu'on ne touchera jamais aux services publics. Tout est possible dans la GCS, et ce qui ne se fait pas aujourd'hui se fera sans doute demain, avec ce fameux effet de cliquet qui ferait que chaque fois qu'on a franchi une étape, c'est irréversible. Mais c'est quoi donc la GCS? C'est un truc génial. C'est l'accord général sur le commerce des services qui va permettre de moderniser et de rendre plus efficaces nos services publics en les confiant aux entreprises privées. La GCS vise à réduire ou éliminer les mesures gouvernementales qui empêchent les services d'être libres. Pas facile de faire comprendre ce qu'est la GCS, mais c'est prévu. Ce montage, vous vous souvenez, du groupe Attaque de Poitiers est d'autant plus valeureux. Arriver à faire comprendre du virtuel, de l'abstrait, des mots comme ça qui n'ont pas a priori de chair, de sens, c'est pas des histoires, c'est pas des personnages, c'est pas ce à quoi les médias vous ont habitué et à quoi nous sommes habitués. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que la GCS avance et menace beaucoup plus que c'est pas seulement une affaire politique, c'est une affaire de choix, c'est une affaire tout simplement de civilisation. Raoul Margenard, là, je reprends des propos tenus par Pascal Lamy, qui dit qu'en aucun cas la santé, l'enseignement, la culture ne sont menacés ni même concernés par la GCS, que ces services publics sont garantis, sont protégés. Il n'est absolument pas dans ses intentions de privatiser la santé, de privatiser la culture. Je vais être poli et je vais dire que M. Pascal Lamy dit la chose qui n'est pas. Le problème avec M. Lamy, et il n'est pas le seul, j'ai envie de dire, avec aussi tous les ministres de nos gouvernements qui le soutiennent, c'est qu'il s'appuie sur la complexité des textes et sur l'ignorance d'un grand nombre de gens
d'abord l'immense majorité des citoyens, mais aussi d'un grand nombre d'observateurs. Et M. Lamy et beaucoup de ministres surfent là-dessus. Ils se servent de l'ignorance ou de l'incompréhension que l'on a de textes extrêmement compliqués pour en donner une lecture apaisante. Et on peut dire que vraiment la tonalité du discours de la Commission européenne et des 15 gouvernements européens, c'est une tonalité, je vais même dire, plus qu'apaisante, anesthésiante. Or, quand on lit les textes, on peut dire que M. Pascal Lamy ne dit pas la vérité. Parce que le dispositif qui se trouve inscrit article après article dans la GCS conduit mécaniquement, je vais dire inéluctablement, à la privatisation de, pour reprendre ce qui se trouve écrit dans la GCS, de tous les secteurs, de tous les services. La santé, la culture, les bibliothèques, les musées, l'édition, les ciné, et notre corps. Et c'est cela qu'on veut libéraliser. Libéraliser, encore une fois, on revient à nos réflexions sémantiques. Je suis pour la liberté. Oui, mais c'est, en l'occurrence, c'est un mot plus doux, plus plaisant. Vous venez de le dire, on est tous pour la liberté, mais c'est une autre façon de parler de privatiser. Puisque le fondement de l'idéologie produite par l'OMC, c'est le libre-échange, c'est l'initiative privée. Et de ce point de vue, la GCS constitue une véritable arme de guerre contre l'initiative publique, quelle que soit la forme qu'elle prenne, que ce soit une forme directe, de gestion directe par les pouvoirs publics, ou une forme indirecte à travers des subventions. Il y a des dispositions dans la GCS qui tendent à limiter la possibilité pour les pouvoirs publics de subventionner un certain nombre d'activités. C'est un article de la GCS qui dit les États membres reconnaissent qu'un certain nombre de subventions peuvent être considérées comme des obstacles à la concurrence commerciale, et on a chargé un organe compétent de l'Organisation mondiale du commerce de définir quelles seraient ces subventions qui contrarieraient la concurrence commerciale. Nous n'en savons pas plus jusqu'à présent parce que l'exercice est en cours, et comme tout d'habitude à l'OMC, ça se passe dans l'opacité la plus totale, et comme nos gouvernements sont tous complices de ce qui se passe à l'OMC, parce que sans leur accord, l'OMC ne fonctionne pas, nous n'avons pas d'informations. Me llamo Laurentino, soy un sindicalista de un nuevo sindicato que se ha instalado hace muy poco. Je m'appelle Laurentino González, j'appartiens à un syndicat récemment créé. Qu'est-ce qu'on sait de la GCS en Espagne? Pues hasta ahora muy poco, porque se ha discutido muy poco. Lo que sí están haciendo es que los gobiernos están haciendo modificaciones importantes, fundamentalmente relacionadas con la sanidad y la enseñanza, de lo que se llama gestión privada de un servicio público. Jusqu'à présent, les gens ne savent pas grand-chose en Espagne. À l'heure actuelle, on assiste à une évolution des gouvernements régionaux ou autonomes dans les secteurs principalement de l'éducation et de l'enseignement, qui visent principalement une privatisation de la gestion de ce type de services. C'est-à-dire, c'est pas privatisation de front, c'est par derrière. Efectivamente, una forma solayada de privatizar para que la gente no se entere, los ciudadanos no se enteren, y además que parece ser que uno de los planteamientos que se hace desde la Organización Mundial del Comercio es que esos servicios públicos con gestión privada podrán privatizarse. Son más fáciles de privatizar, y luego pasaría lo que el compañero belga nos explicó, de que el retorno a ser públicos, la vuelta atrás sería muy difícil. En fait, l'évolution se produit de la façon suivante. On a préféré privatiser la gestion parce que c'est moins choquant pour les gens que de leur dire directement qu'on va privatiser les services publics. Et donc ça endort un petit peu les consciences, et ça a aussi l'intérêt de déboucher sur une situation où il est beaucoup plus facile ensuite de privatiser l'ensemble du service lui-même, et qui plus est, il est beaucoup plus difficile par la suite de revenir en arrière, comme cela est dit par le camarade belge qui avait pris la parole, le camarade Raúl Margenard. Comment on dit AGCS en espagnol? Bueno, lo mismo, ¿no? Es AGCS también. Acuerdo General sobre Comercialización de Servicios. No sabía la palabra. Acuerdo General sobre Comercialización de Servicios. Forum Sociale Europeo. Europäisches Sozialforum. No necesitamos pedir permiso para ser libres. My name is Richard Barry. I'm the lead officer for Unison on our campaign against the GATS. We work with other
trade unions and NGOs in the United Kingdom. We've set up a GATT network. Mon nom est Dick Perry. Nous avons travaillé avec plusieurs ONG et plusieurs autres organisations et syndicats en Grande-Bretagne et nous avons mis en place un réseau sur de la GCS. A major problem in the UK, and I assume that other countries are experiencing the same problem, and that is that there is very little information coming from national governments and from the European Commission about the GATT negotiations. Un problème qu'on a en Grande-Bretagne, et je pense que c'est le cas aussi dans beaucoup d'autres pays européens, c'est qu'on a très peu d'informations de la part de nos élus, de la part des politiques, sur l'état des négociations de la GCS à l'OMC. We are told that we have nothing to fear from. On nous dit qu'on n'a pas à avoir peur en aucun cas. But the more that national governments and the European Commission tell us that we have nothing to fear, then the more suspicious we become. Mais plus les gouvernements nous disent qu'on n'a rien à craindre et plus la Commission européenne nous dit qu'on n'a rien à craindre, plus on a tendance à devenir suspicieux. Because if there's nothing to fear from the GATT, then why are trade unions and NGOs, why are civil society groups excluded from the discussions and the negotiations? Si on n'a pas à avoir peur de la GCS, pourquoi les syndicats, pourquoi les ONG, pourquoi tous les représentants de la société civile sont exclus des négociations de la GCS? We believe that the GATT is a real threat to services in general, but in particular to key public services such as education and health. Nous pensons que la GCS est une menace pour tous les services, mais en particulier pour des services publics cruciaux comme la santé, comme l'éducation. We have wide experience of liberalisation and privatisation in the United Kingdom. It's a bad experience. On a une expérience bien précise de la libéralisation, de la privatisation de services publics en Grande-Bretagne, et c'est une très mauvaise expérience. C'est l'exemple du métro de Londres, par exemple. Yes, I mean those services have deteriorated since privatisation and deregulation. Et ces services-là se sont détériorés depuis la privatisation. I mean, the problem is that as long as public services are operated by the private sector, the primary objective of service delivery will be to maximize profits and not to improve the quality of service. Tant que ce sont des sociétés privées qui s'occuperont de services publics, leur objectif à eux, ce sera de maximiser le profit et absolument pas à rendre un service aux gens. Forum Sociale Europeo. Europäisches Sozialforum. No necesitamos pedir permiso para ser libres. Mein Name ist Cornelia Staritz, ich bin von ATTAC Österreich. Je suis Cornelia Staritz, je suis de ATTAC Autriche. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la GCS en Autriche? Also das Thema Privatisierung und vor allem auch GATT ist in Österreich jetzt ein ziemlich großes Thema. Es ist so, dass vor 2 Jahren niemand was davon wusste. La GCS en ce moment c'est assez actuel et les privatisations aussi. Mais encore il y a 2 ans c'était pratiquement inconnu. Aber wir dann sehr, sehr massive Kampagnenarbeit gemacht haben mit einem sehr, sehr großen Netzwerk von Organisationen, also Organisationen aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, um einfach zu zeigen, dass die Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen uns alle in ganz, ganz vielen Bereichen trifft. Mais on a commencé à faire beaucoup de campagnes avec des organisations très 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 diverses de partout et comme ça on a pu mobiliser pas mal et maintenant donc c'est vraiment un thème très actuel. Ein zweiter wichtiger Punkt war, dass wir sehr, sehr stark mit Gemeinden zusammengearbeitet haben und es gibt in Österreich jetzt 300 GATT-freie Gemeinden. Das sind 10% der Gemeinden in Österreich, die sich hinter die Forderungen der Stop GATT-Kampagne stellen. Et en fait déjà 300 communes, c'est 10% de toutes les communes en Autriche sont des zones non AGCS. Et on a vraiment fait une très très grande mobilisation. Partout, il y avait des informations, des discussions et tout ça. Et donc c'est très avancé. Es ist gar nicht so kompliziert, weil es ziemlich ähnlich ist. Also gerade im GATT soll ja festgeschrieben werden, dass solche Bereiche geöffnet werden müssen. Und dass dann auch die Regulierung, die Regulierungsmöglichkeit von Gemeinden sehr, sehr stark abnimmt. Und das GATT schaut ja nur so aus, als wäre das globale Große. Und das ist gerade der Trick dahinter, dass man es darstellen will, als wäre es was Globales, das weit entfernt ist. Und es ist unsere Aufgabe zu zeigen, dass es so global wirkt, aber in Wirklichkeit uns alle in unserem täglichen Alltag betrifft. C'est pas si difficile que ça parce que justement, on a toujours l'impression que la GCS c'est un truc très global et très abstrait, mais en fait c'est justement au niveau local que ça nous concerne. Donc, et c'est ça leur truc d'essayer de montrer que c'est global, mais en fait c'est très local et ça nous concerne tous très directement. Comment on dit AGCS en allemand? Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen. Accord général sur le commerce des services. Merci. Mais à qui profite la GCS? Aux citoyens ou aux entreprises? Peut-être certains plus que d'autres. Je suis agent général AXA depuis 15 ans. Dans ce métier, ce qui est essentiel, c'est le sens du contact.
Des clients m'arrêtent parfois dans la rue pour me demander conseil sur leur retraite. Aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir leur parler d'AXA Bank parce que cette banque va aussi les aider à bien gérer leur argent au quotidien. Dans un monde d'incertitude, c'est rassurant. D'accord, le problème numéro 1, c'est le voile, le communautarisme. Ce sont des très très grands problèmes. Mais là, on se trouve quand même face à une question essentielle. Et comme dit cette interlocutrice autrichienne, on essaye de rendre tout ça abstrait, global, lointain, alors que, évidemment, ça nous concerne et ça va nous concerner de plus en plus les uns et les autres dans notre vie quotidienne. On l'a vu avec la malbouffe, l'histoire de McDonald's. On va le voir très prochainement dans notre santé. Pour la santé, en France en tout cas, quand on parle de problème de la santé, tout de suite la référence est faite au trou de la Sécu. Est-ce que si on va avoir justement dans un service médical où on manque de moyens, où on coupe les crédits, où on ferme les petits établissements au profit de grands, est-ce qu'on si on va aller voir et on essaye de leur expliquer la GCS, en quoi ils sont concernés eux? Mais ils sont concernés parce que la GCS offre une alternative à une politique de santé publique. Je voudrais quand même rappeler, après ce que vous venez de dire, que c'est un choix de société. C'est un choix fondamental de savoir si on veut que l'accès aux soins de santé soit rendu possible pour le plus grand nombre ou rendu possible à ceux qui peuvent le payer. C'est un choix fondamental de société. Vous savez, les priorités budgétaires, ce sont des décisions politiques. Mais on nous les présente, tous nos gouvernants ont cette fâcheuse habitude de nous les présenter comme des fatalités. Alors, la GCS, c'est l'alternative à ça, c'est l'alternative libérale, c'est la privatisation des soins de santé, la privatisation de la couverture des soins de santé, parce qu'on remplacera les caisses de mutuelles par les assurances privées, dont on voudrait déjà qu'elles s'occupent de nos pensions. Bien, la GCS, c'est un boulevard pour que demain, ce soit des assurances privées qui permettent à ceux qui pourront, bien entendu, payer les primes mensuelles, trimestrielles ou annuelles, d'avoir accès aux soins de santé, et tant pis pour les autres. Et une logique, alors, en remplace une autre. La logique du service, petit à petit, s'efface devant la logique du profit. Ce qui pose quand même un problème, je vais dire, quasiment éthique. Est-ce qu'un médicament, c'est une marchandise comme une autre? Est-ce qu'un médicament, c'est un produit qui doit obéir aux règles du marché ou aux besoins de soigner? À ça, aujourd'hui, l'OMC, les gouvernements qui font partie de l'OMC, en tout cas les gouvernements des pays industrialisés, répondent clairement qu'il faut protéger les profits des entreprises multinationales, pharmaceutiques. Si on permet aux négociations sur la mise en œuvre de la GCS de se poursuivre, c'est vers ça que l'on va en ligne droite. Ça prendra peut-être encore quelques temps, puisque c'est aussi une des difficultés que nous rencontrons pour expliquer la GCS, c'est qu'il n'est pas encore effectivement mis en œuvre. Mais à partir du 1er janvier 2005, on va en sentir les effets, puisqu'il est prévu que la série actuelle de négociations aboutisse à des résultats qui entreront en application en janvier 2005. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il sera trop tard pour faire marche arrière. Parce que ce qu'on ne sait pas assez, c'est ce qui se trouve dans l'article 21 de la GCS, c'est qu'il est irréversible. L'OMC est le meilleur ami de vous. Parce que sans les systèmes comme ça, vous avez le système avec les règles de la jungle. Ouais. Les règles de la jungle. Voilà. Confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Attention, on va descendre. Le silence propice te berce, souris et sois complice. Laisse tes sens glisser vers ces délices tentatrices. Tu dors, petit? Oui. Je suis de ceux qui croient que moins il y aura de règles, plus ce sera la joie de la jungle. Et comme on le sait, dans la jungle, c'est les gros qui deviennent plus gros et les petits qui deviennent plus petits ou plus faibles. Aie confiance, oui, crois en moi.
je puisse veiller sur toi. Eh oui, c'est une affaire de confiance. J'ai pas très bien compris si le monsieur disait la loi de la jungle ou la joie de la jungle. Ce monsieur, c'est Pascal Lamy. On retrouve Raoul Marc Génard. Moi, j'en connais qui sont des croisés du libéralisme. Pour certains, c'est une évidence. Pour d'autres, ils sont en croisade. La GCS est véritablement typique de cette emprise de la technocratie sur la démocratie par des gens qui imposent leurs convictions. C'est d'ailleurs pas par hasard qu'il y a un formidable mouvement qui s'est créé en France où on voit de plus en plus des conseils municipaux se déclarer zone non AGCS. La ville de Paris elle-même a adopté ce vœu et c'est plus qu'un symbole. Parce que d'abord, ça oblige à en parler. Ça veut dire que quelques élus se sont intéressés à la chose, ce qui est encore assez rare. Ça veut dire qu'ils ont dû expliquer, donc que l'information a circulé. Et donc ça amène petit à petit les médias qui s'intéressent fort peu à ce genre de dossier à s'y intéresser. Donc ça fait en sorte que l'immense opacité, une espèce de chape de plomb qui est sur tous ces accords de l'OMC qui prétendent modifier nos vies, et cette opacité se lève peu à peu. Et pour moi, c'est plus qu'une action symbolique quand un conseil municipal adopte une résolution déclarant la commune zone non AGCS. Il y a une prise de conscience qui est assez impressionnante et qui est, je vais dire, réconfortante et encourageante dans tous ces conseils municipaux qui se rendent bien compte que l'AGCS, c'est la fin du pouvoir communal, d'une capacité à décider comment on vit ensemble, comment on s'organise ensemble, parce que des règles venues d'un accord international s'imposeront directement à ce niveau-là aussi. Et je pense qu'il faut que cette prise de conscience continue, une mosaïque de zones non AGCS qui finalement recouvrirait toute l'Europe, ce qui poserait quand même un sérieux problème et à nos 15 gouvernements et à la Commission européenne. Et c'est en marche. Y a-t-il un gagnant? Non. Il n'y a que des perdants. De même d'ailleurs qu'il n'y aurait eu que des gagnants si nous étions mis d'accord à Cancun. Alors peut-être certains plus que d'autres. Et dans ma cour, des poules, des oies et puis des coqs, toute la ville m'en dirait. Certains plus que d'autres. Et ça piaillerait, ça caquetterait. Et chaque En ce qui concerne les places européennes, le First 80 sonne comme un coup de clairon. au moment de la clôture de Paris, était en région. Monsieur Chirac, on est licencié. Bonjour, ça va? There is a point 6 to the annex. En principio, las exenciones no tienen que prolongarse. Merci, bravo à tous. Merci à Pat Aradi, merci à Raoul Marc Génard, Laurentino Gonzalez, Richard Berry, Cornelias Terwitz et Monsieur Case Rockwell de l'OMC. Des livres, il y en a beaucoup sur le sujet. L'OMC, le pouvoir invisible, d'Agnès Bertrand et Laurence Calafatides chez Fayard. Remettre l'OMC à sa place du collectif Attaque aux éditions 1001 Nuits. Des liens, il y en a beaucoup avec Oxfam Solidarité à Bruxelles sur www.oxfamsol.be, site de l'unité de recherche, de formation et d'information sur la globalisation, www.urfig.org. C'était un reportage de Guy Ventil, technique aujourd'hui Michel Thomas et Antoine Viossa, Édouard Rex, assistant, chef du répondeur Christophe Imbert, le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37, musique Coyen Guyenne et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.